Donc, Bruno, est-ce que je te présente brièvement, tu exerces à Paris, c'est ça? Tu es philosophe et médecin, néphrologue. Et, euh, et donc, tu nous as proposé ce sujet qui fait un rapport entre le soin, l'éthique, l'écologie et même la République, c'est ça? Mais je crois que je vais te laisser présenter ton sujet, d'accord? Donc, la question que je vous posais, c'était les valeurs du soin sont-elles des valeurs de la République et des valeurs de l'écologie? En réalité, notre civilisation, c'est quand même la liberté qui est la valeur phare. La Révolution française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et en réalité, la liberté ne permet pas de répondre à la crise écologique. Parce que la phrase la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. En fait, ça permet de réguler le fait de ne pas tuer, de ne pas piller, de ne pas voler, de ne pas mentir. Mais en revanche, ça ne répond pas à la fonte des glaciers en Antarctique, ni à la pollution des terres. C'est-à-dire qu'on peut rouler en 4x4 sans tuer son voisin, tout en détruisant la planète. Donc la liberté, c'est la valeur de la République, la valeur phare. Et en fait, pendant cette crise Covid, on s'est aperçu que les corps ont été vulnérables et qu'on est devenu responsable des corps vulnérables et que la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité est devenue une valeur extrêmement primordiale. Et il y a eu un basculement de valeur, à mon sens, c'est ça que je voulais interroger, c'est-à-dire que le soin, en tant que c'est une responsabilité à l'égard de la vulnérabilité, le soin en tant que c'est une attention, un accueil, une présence sensible, eh bien, en fait, est devenu prioritaire par rapport à la liberté. La preuve, c'est qu'on s'est enfermé, on a supporté des privations de liberté extrêmement importantes. Et en revanche, les soignants sont devenus responsables du vulnérable. À 20 heures, on a applaudi les valeurs du soin. Sur l'autoroute, on a vu des gendarmes qui escortaient des canetons et des cannes pour les faire sortir du périphérique avec un soin pas possible. Et donc, est-ce que les valeurs du soin sont des valeurs de la République qu'on devrait mettre plus en avant et même première par rapport à la liberté aujourd'hui? Et est-ce que cette attention au corps malade peut être élargie à une attention à la terre malade? C'est-à-dire, est-ce que la vulnérabilité du corps a quelque chose à nous dire avec la vulnérabilité de la biosphère, des écosystèmes et de tout ce qui est loin de nous? C'est-à-dire que est-ce que le soin porté à la planète n'est pas une vraie valeur pour le 21e siècle? Voilà, c'est en gros l'introduction. Je ne sais pas si c'est clair. Et Elisabeth? Bruno, j'ai lu tout à l'heure ton introduction et je retenais cette phrase: avec la souffrance des corps, écris-tu, l'impossible est devenu possible. Et la semaine dernière, nous avons eu une discussion ici et lors de cette discussion, à un moment donné, Michel Tozzi a proposé que, avec cette fameuse crise du Covid, pour lui avait eu lieu, et d'autres personnes en parlent, un basculement essentiel qu'il nommait comme une prise de conscience de la valeur de la vie par rapport à la richesse, par rapport aux valeurs d'une certaine économie. Alors, quand toi tu écris avec la souffrance des corps, l'impossible est devenu possible, je me demande si vraiment c'est la souffrance des corps qui a rendu cet impossible possible. Bruno Latour parle vous avez lu probablement un article manifeste dans lequel il dit qu'il y aurait peut-être une poignée ou une manette en acier bien trempé dont on nous avait toujours dit qu'elle était invisible et qu'on ne pouvait pas, qu'elle n'existait pas même, et que nous étions dans l'impossibilité d'arrêter ou de ralentir une économie qui était lancée à tout crin, et que voilà que tous nos dirigeants l'avaient trouvée. Mais est-ce que c'est la souffrance des corps qui leur a permis de trouver cette manette? Parce que tu vois, je me demande la souffrance de tous ceux qui meurent aujourd'hui, la souffrance des corps de tous les déplacés aujourd'hui, la souffrance des corps de vous et moi qui mourront des horreurs de la pollution aujourd'hui. La souffrance des corps des cancéreux, ça peut être vous et moi, c'est une personne sur 4 aujourd'hui, qui souffront de toutes ces perturbations endocriniennes que nous subissons. Tous ces corps qui souffrent, nous les avons là sous les yeux. Alors, qu'est-ce qui ferait
qu'à un moment donné, on a trouvé cette manette. À l'occasion, c'est vrai, de corps qui souffrent, mais des corps qui souffrent, j'en vois partout, tous les jours. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ces corps-là souffrants sont devenus véritablement souffrants? Et ces corps-là souffrants, tout d'un coup, sont rentrés chez moi et m'ont fait réagir. Je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce que cette souffrance a de particulier? C'est ça, Elisabeth, ta question? Alors, je ne suis pas sûre tout d'abord que ce soit la souffrance qui nous ait fait réagir. Et si c'est la souffrance qui nous a fait réagir, qu'est-ce qu'elle aurait de particulier? D'accord. J'en sais rien. Je ne vois pas sa particularité. Ok. Ok, c'est la question. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des pistes. On va laisser intervenir les gens, ils vont dire ce qu'ils en pensent. Frédéric, Frédéric, tu n'as pas ton micro? Oui. Excusez-moi. Donc, dans l'introduction de Bruno, son introduction m'amène à me poser directement la question de la place de la mort. Quelle est la place de la mort humaine ou même non humaine dans nos sociétés? Et est-ce que la mort n'était pas devenue invisible dans nos sociétés? Parce que quand on voit ce qui se passe actuellement avec une moyenne d'âge des gens qui meurent de 81 ans en France, on n'est pas sur un phénomène extraordinaire. Ça, c'est la première réflexion. Donc, je m'interroge sur l'évolution de la place de la mort dans nos représentations. Ça, c'est la première chose. Et pour répondre à Elisabeth, tu dis que les gouvernements ont trouvé où était la poignée en acier qui permettait d'arrêter l'économie. Mais il faut quand même bien se rendre compte que pour le moment, personne ne connaît les conséquences de l'arrêt de cette économie. Donc, il est effectivement facile de tirer sur une poignée quand il n'y a aucune conséquence visible. Le jour où on connaîtra bien les conséquences, on se reposera peut-être la question. En 1968, personne ne s'est posé cette question. On n'a pas tiré sur la poignée. Il y a eu 1 million de morts. Oui. Voilà. Merci. Christian Michel. Je vous active votre micro. Voilà. Active. Ah, voilà. Et je ne me retrouvais plus sur la mosaïque d'images qu'il y avait devant moi. Dans l'introduction, Bruno a mentionné que les valeurs du soin sont les valeurs de la République. J'avoue que je ne vois pas très bien où est la connexion entre ces valeurs du soin et les valeurs de la République. Les valeurs du soin sont des valeurs humaines, c'est-à-dire que l'on appartienne à cette République-ci ou à cette République-là, ou à une monarchie quelque part, ou à aucun État, on est tous amenés à prendre soin d'autrui. C'est une sorte de devoir moral. Par conséquent, je crois difficile de vouloir limiter les valeurs du soin à un groupe de gens qui feraient partie d'une certaine République. J'aurais d'autres questions à poser, mais ça viendra peut-être dans le reste du débat. Merci. André? Oui, très brièvement. Je pense que ce qui a déclenché le mouvement international de confinement et qui donne l'ampleur pratique à la crise, c'est d'abord la réaction des autorités chinoises. Bon, c'est pas la première fois qu'on connaît un confinement. Ça date des actions des communes italiennes au XIIIe siècle, mais à l'échelle d'un pays, c'est clair que c'est la réaction des autorités chinoises qui a donné un point de comparaison. Ils ont arrêté une région entière de 50 millions de personnes. Et c'est la première chose. Ensuite, il y avait l'épidémie avait un taux de propagation élevé, ce qui n'est pas extraordinaire en soi, et un taux de mortalité également élevé. Ça, la combinaison de ça était rare. Donc, il y a eu les autorités chinoises ont posé une référence et il devenait impensable pour les autres pays de ne rien faire. Après, il y a des modulations possibles, comme on l'a vu en Europe. Donc, je ne pense pas que c'est les valeurs du soin qui ont tout d'un coup surgi, mais c'était un problème
insoluble politiquement pour les pays de ne rien faire, de ne pas faire des choses de grande ampleur pour essayer de stopper l'épidémie, parce qu'autrement, ils passaient pour proprement inhumains. Et c'est ça qui a donné l'ampleur du mouvement mondial. Merci. Bruno? Oui, non, en fait, par rapport à la remarque d'Elisabeth, je ne veux pas tellement dire la souffrance, mais plutôt la vulnérabilité. Est-ce que ce n'est pas la vulnérabilité du corps, du vivant, qui a été le point de départ? Parce que si on s'est confiné, c'est quand même que les corps sont vulnérables. Et puis par rapport à la remarque sur la République et le soin, en fait, depuis les Lumières, on est quand même dans une illusion de la toute-puissance. C'est la raison qui fonde la valeur, c'est l'universalisation, c'est tout ce qui se généralise, c'est la science. Et les métiers valorisés sont les métiers qui font appel à la raison abstraite. On est plus valorisé quand on est informaticien, économiste, technicien, etc., que si on est dans le soin. L'aide-soignante est disqualifiée, l'infirmière n'est pas très considérée. Et il me semble que la modernité disqualifie tout ce qui est de l'ordre du care, dans le sens de la philosophie du care, de l'éthique du care, et survalorise tout ce qui est lié à la raison abstraite. Et je pense que les valeurs qui circulent aujourd'hui sont assez genrées, c'est-à-dire que tous les métiers valorisés sont des métiers de l'abstraction, et tous les métiers dévalorisés sont des métiers de la relation, de la transmission, du soin, etc. Donc, dans ce sens, je pense que ce qui était dévalorisé a été revalorisé. Et par exemple, le soir, quand on applaudissait, les gens qui avaient des gros salaires applaudissaient, et ceux qui étaient applaudis, c'était ceux qui étaient dans le care, c'est-à-dire ceux qui répondaient du besoin de l'autre vulnérable, du besoin du corps. Il y avait les soignants, il y avait les médecins, les infirmières, il y avait aussi les éboueurs qui traitent des déchets du corps, il y avait l'alimentation, etc. Donc c'était pour dire que tout ce qui est de l'ordre du care est quand même très dévalorisé dans notre République, avec une place qui a été remise au centre dans cet événement. C'est une question que je me pose, hein. Je vous la soumets. Merci. Nadège? Je me demandais si la vulnérabilité dont Michel parle est la faiblesse des corps, la vulnérabilité, la faiblesse des corps, ou bien est-ce que c'est la vulnérabilité dont parle Corinne Pelluchou qui évoque une sorte de dépendance, d'ouverture vers l'autre. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt ça, cette reconnaissance, on se reconnaît dans l'autre et on reconnaît la vulnérabilité, mais dans le sens de dépendance du lien à l'autre. Merci. Christian Michel. Oui, merci. Je reviens sur cette idée de valeur du soin. En fait, les gens qui… il faut distinguer un petit peu ce qu'on entend par valeur. Est-ce qu'il s'agit de la valeur marchande ou est-ce qu'il s'agit du respect que l'on doit aux gens qui font certaines activités, qui pratiquent certaines activités, dont on reconnaît l'utilité, mais qui ne sont pas nécessairement reconnus financièrement. Et pour une simple raison, c'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent apporter du soin. Toutes les mamans apportent du soin, tous les grands frères, les grandes sœurs apportent du soin. Il n'est pas les voisins, etc. Ça ne demande pas une très grande technicité, ça ne demande pas justement une très grande rationalité. Chacun peut le faire de la même façon que chacun peut ramasser les ordures, que chacun peut nettoyer la rue, etc., etc. Donc, on en reconnaît l'utilité, mais ça ne veut pas dire que financièrement, on puisse la valoriser parce que c'est une simple question d'offre et de demande. Il y a trop de gens qui peuvent le faire et donc, si celui-là ne le fait pas, on prendra quelqu'un d'autre pour le faire. En revanche, les sociétés accordent une très grande valeur à ce qui fait la civilisation. Et ce qui fait la civilisation, ce ne sont pas les gens qui cultivent les pommes de terre ou qui balayent les rues. Ce qui fait la civilisation, ce sont les artistes, ce sont les scientifiques, ce sont les gens qui font de la recherche,
c'est avec cela que nous construisons la civilisation. Nous les construisons dans les laboratoires, nous les construisons dans les universités, dans les bibliothèques, dans les salles de théâtre, dans les salles de concert. Et par conséquent, ces gens-là sont reconnus à la fois financièrement et en même temps par leur valeur d'utilité, mais une valeur d'utilité que très peu de gens peuvent apporter. Il n'y a pas beaucoup de très grands artistes, il n'y a pas beaucoup de très grands architectes ou de très grands scientifiques. Merci. Alors, Christian, vous avez demandé la parole pour Britt. M'interpelle pourquoi les valeurs du soin ne seraient pas les valeurs de la République. Pour moi, ça devrait aller de soi, mais malheureusement, dans notre société, ça ne semble pas aller de soi, puisque les valeurs des communs sont manifestement négligées. Et les valeurs des communs, c'est l'hôpital aussi bien que la planète. L'écologie est, pour moi, négligée, comme les salaires des soignants, comme les masques, les médicaments qui n'étaient pas là, qui étaient en quantité insuffisante, etc. Donc, c'est là où la République pêche, c'est là où le bas blesse, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous sommes dans cette mise dans cette situation d'une impréparation totale vis-à-vis de ce virus. Aussi, il y a un philosophe qui a écrit un livre il y a déjà quelques temps, Prendre soin des générations. Et si je parle de la planète, si on parle de la planète, les générations sont les premières à être concernées, n'est-ce pas? Donc, il y a effectivement cette question des valeurs de la République à interroger. Il y a la question, est-ce que la République est à la hauteur d'une épidémie que nous vivons? Et est-ce qu'elle n'a pas péché par la négligence des communs, de l'hôpital, comme de la planète, comme des générations futures? Et voilà qui est la véritable question que nous devrions nous poser aussi pour l'après. L'après-confinement. Merci. Un très court commentaire par rapport à Nadège sur Corinne Peluchon et la dépendance. C'est vrai que les Lumières a été un arrachement au monde sensible, au monde des phénomènes. On a voulu produire. Effectivement, les Lumières, c'est répondre de soi, répondre de la loi universelle et être indépendant. Et effectivement, ce qui est dévalorisé, c'est l'interdépendance, la dépendance, et c'est-à-dire c'est répondre de l'autre. Je pense que répondre de soi, c'est l'illusion de toute puissance que peut avoir le self-made man américain, alors que les valeurs du soin, c'est répondre de l'autre, c'est se déporter sur autrui. Et effectivement, ça suppose qu'on est dans l'interrelation, l'interdépendance. Et notre humanité sur la Terre a un fantasme d'illusion de la toute-puissance, là où il faudrait qu'elle retrouve un sentiment d'interdépendance. Il faudrait qu'elle ne pense plus être seulement dehors, mais être aussi dedans, avec des liens tissés. Voilà. C'est un petit commentaire par rapport à Peluchon et à Nadège sur la dépendance. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Niki? Oui, je rejoins ce qu'a dit Britt dans le fait que je crains que la République, puisqu'il s'agit d'un gouvernement que nous avons élu, est-elle en mesure de considérer la vulnérabilité, donc en matière de soins de tout le monde, puisqu'il est quand même, il s'est avéré qu'il y a malheureusement beaucoup de dysfonctionnements, et puis d'injustice certainement aussi, pour certains d'aborder la difficulté de confinement, etc. Et puis du coup, ça rejoint l'interdépendance, puisque le gouvernement, enfin la République, est-elle capable de résoudre ce besoin d'interdépendance et de vulnérabilité. C'est tout. Merci. René?
Oui, je me demande, en fait, je cherche, en fait, par rapport à la question que pose Bruno, euh, c'est comme si tu voulais refonder des valeurs plus profondes de la République, en ce sens que bah, c'est la liberté, c'est l'égalité, hein, le principe d'égalité, c'est-à-dire nul, nul n'est sujet du roi, mais chaque citoyen est souverain par lui-même et chaque citoyen vaut un autre citoyen. Donc c'est une valeur humaniste comme ça. Et pour le coup, pour peut-être mettre le contraste avec ce que tu soulevais, Christian Michel, c'est que il ne s'agit pas de se laisser prendre par les valeurs que l'économie nous impose, c'est-à-dire elle impose une valeur qui est fonction de ce qu'elle peut mesurer par des salaires, mais de reconnaître une valeur plus profonde qui serait l'interdépendance et l'interconnexion qui fait qu'une société tient par les relations qu'elle entretient avec tous ses membres, et c'est ce qui fait sa valeur, c'est une capacité relationnelle. Et donc ma question à Bruno, c'est est-ce que tu essayes de dire qu'il y a une valeur éthique dans la capacité relationnelle de chaque personne à se relier à l'autre et à faire république, quoi, finalement. Merci René. André? Merci. Oui, je voudrais quand même rappeler un petit détail, c'est que nous ne sommes pas bien sûr tout puissants, mais nous sommes très puissants. La preuve, c'est que depuis le 19e siècle, début du 19e siècle, nous sommes passés d'une durée de vie pour les hommes qui devaient être autour de 30 ans à une durée de vie qui est 80 ans. Et que la crise récente du coronavirus ne va pas changer grand-chose à cela. Oui, nous avons gagné beaucoup en puissance et nous avons fait de grandes choses. Bon, on peut toujours trouver le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais enfin, il ne faut pas dire qu'on est resté là où on était et que les lumières n'ont rien apporté à part la prétention. Quant à l'interdépendance, la complexité des relations à grande distance que nous avons entre les humains font que les seules relations qui fonctionnent à peu près sont des relations marchandes. On peut le regretter, c'est sans doute très peu satisfaisant à beaucoup d'égards, mais ces relations ont donné quand même aussi de grandes choses. Et donc, pour remplacer ça par une relation d'attention à la personne, à grande échelle, même à l'échelle d'un pays ou du monde, c'est tout sauf facile et évident. Et il faut se méfier des pièges contenus là-dedans. Merci André. Christine? Je me demandais la valeur du soin, mais le soin de qui? Le soin de la masse ou le soin de l'individu? Parce que je crois que la notion de... Enfin, déjà, république, res publica, c'est toute la nation. La santé publique, c'est né au XXe siècle, au siècle dernier. Je me demandais si en fait la République ne prenait pas le soin de la masse, de l'ensemble, alors que le petit groupe, le village, la rue prend soin de l'individu. Et là, pour reprendre sur ce qui a été dit par André, ça serait une relation marchande gratuite. Alors la parole est à Christian Brasilevi. Ah oui. Excusez-moi, il faut que j'ouvre mon micro. Voilà. Oui, moi je voulais revenir sur la première définition de Bruno où il a parlé de souffrance et après il a parlé de vulnérabilité. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre la peur. Et je pense qu'on est rentré dans une période de peur.
qui est généré en général par les médias. Hein. Quand on voit à la télévision, enfin quand on a vu dans les salles de réanimation les gens arriver avec des tuyaux tout autour, 7 ou 8 soignants autour, à les encadrer, les transporter, les emmener à droite, à gauche, et puis qu'on nous cite le nombre de morts par tous les jours, etc., bah ça génère une certaine peur, une certaine angoisse. Mais bon, on a vu aussi que ça générait de la solidarité et de la responsabilité. Alors, bon, pour ce qui concerne la responsabilité, effectivement, les gens font attention, ils prennent leur distance, ils mettent des masques. Bon, et alors c'est soit pour éviter de le donner aux autres, soit pour éviter de le recevoir. Mais bon, moi je pense que c'est surtout pour éviter de le recevoir. Parce que, comme disait un interlocuteur précédent, je crois que c'est André, où il a parlé de relations d'intérêt marchande, non, relations marchandes, bon, il n'y a pas que le marchand, moi je dis des relations d'intérêt. L'intérêt ne peut pas être que marchand, c'est l'intérêt de la santé, tout simplement, d'avoir une bonne santé. Et ça, malheureusement, ça ne se marchande pas. Hein. On est tous appelés à mourir un jour ou l'autre, hein, qu'on ait de l'argent ou pas. Donc, voilà. Pour ce qui concerne la responsabilité, je vais donner un exemple. Les fumeurs. Les fumeurs, ils disent « Oui, c'est mon problème, ça ne vous regarde pas si je fume. » Ben, moi, je vais vous dire, j'ai 5 personnes de ma famille qui sont morts des suites des effets du tabac. Ils sont morts comme le coronavirus, c'est-à-dire qu'ils sont morts étouffés. Ils ont fini leur vie sous oxygène. Ben, croyez-moi, ma mère, par exemple, a supporté mon père jusqu'au bout. C'était pas de la tarte. Hein. J'ai eu l'occasion de passer 1 ou 2 nuits avec mon père sur les périodes de sa vie, de fin de vie. Ben, croyez-moi, c'est pas facile. Alors, quand on dit c'est mon problème de fumer, je dis non, c'est pas que votre problème. C'est le problème de tout le monde. C'est d'abord le problème de votre entourage que vous, avec le passif, et puis le problème de la société aussi. Donc, voilà, j'arrête là. La question, c'est jusqu'à quel point nos comportements personnels affectent la société et notre entourage. C'est-à-dire les comportements personnels ne sont pas strictement, s'ils sont individuels, ils ne s'arrêtent pas qu'à soi, mais ils impliquent notre environnement. Et donc jusqu'à quel point? Ben, tout le temps, toute la vie, malheureusement, on dépend toujours des autres. Quoi. Oui, c'est juste pour reformuler. D'accord. Merci. Merci. Alors, Marie-Thérèse. Je me demandais justement en quoi consistait, de façon précise, pour moi, c'est pas absolument parlant, dans le texte initial de Bruno, le texte d'introduction, quelle est cette chaîne linéaire de l'économie qu'on aurait l'occasion, particulièrement maintenant, de rompre. En quoi ça consiste, cette chaîne linéaire, dans votre esprit? Merci. Frédéric? Oui, je me demandais en vous écoutant si la peur de la mort n'était pas en fait la conséquence de l'individualisation de la société. Et par ailleurs, le choix qui a été fait aura des conséquences assez limitées sur les morts, justement, bien qu'il soit actuellement 26 000 en France, mais il y en aura très grandes sur les vivants. Donc, pour moi, je me demande si on n'assiste pas à une nouvelle conséquence de l'individualisation de la société actuellement. C'est-à-dire que la mort est sortie de notre horizon, et puis là, on se la rappelle, et en lui donnant une importance qui me semble démesurée. Merci. Niki? Oui, moi je dirais que en fait, ce qui se passe, ce virus, il a forcé les gens à fouiller en eux-mêmes pour trouver justement cette valeur éthique pour surmonter ce désastre.
On voit aujourd'hui quand même que toutes les mesures qui sont prises pour se tenir à distance les uns des autres, nous sommes déjà obligés physiquement de sans arrêt se référer à notre corps. Donc forcément, ça développe inconsciemment chez l'être humain une forme de valeur et de respect vis-à-vis de l'autre. Et contrairement justement à la valeur marchande qui est un petit peu floutée aujourd'hui. La valeur marchande, elle passe au second degré. Moi, j'ai été dans 2 magasins aujourd'hui et j'ai été agréablement surprise par l'accueil des vendeurs qui m'ont suivi, qui ont voulu me conseiller, mais toujours en se tenant à distance, avec un masque sur le visage et qui, franchement, comme tout le monde, sont un peu déroutés par ce qui se passe. Nous avons changé. Moi, je trouve qu'il y a eu un effet quand même assez sidérant et qui pourrait être plutôt positif avec le temps. Voilà. Merci. Christian Michel. Oui, pour rebondir sur les dernières interventions, je crois qu'effectivement, cet individualisme ou cette atomisation de la société a eu des tas de conséquences, c'est-à-dire que ça nous a libérés de l'emprise de la famille, de l'emprise du groupe social. Ça nous a permis d'établir des relations avec des gens que nous ne connaissons pas, mais ça en même temps que nous ne sommes plus dans une fourmilière où la vie d'une fourmi ne compte pas plus que la vie d'une autre fourmi. Ce qui compte, c'est simplement la survie du groupe. En fait, nous considérons qu'aujourd'hui, la survie d'un individu, d'une personne humaine, a une valeur extrêmement, je ne dirais pas infinie, parce que rien ne peut être infini, mais a une valeur extrêmement élevée. Et je ne sais plus qui avait fait cette remarque qu'en 1968, il y avait eu une épidémie de grippe, la grippe de Hong Kong, qui avait tué 1 ou 2 millions de personnes. Et en fait, on n'a rien arrêté, on n'a pas arrêté l'économie. En 1957, c'était la même chose, il y a eu une épidémie, on n'a pas arrêté l'économie. Mais si on se reporte en 1957, en fait, c'était l'époque des guerres coloniales, c'était l'époque des goulags. 1968, les Américains joyeusement bombardés au napalm et personne ne s'en offusquait, ou très peu de gens s'en offusquaient. Aujourd'hui, quand il y a un dommage collatéral, c'est-à-dire qu'une personne est tuée parce que la bombe téléguidée n'a pas abouti exactement sur sa cible, à ce moment-là, ça réveille les consciences universelles. Donc, c'est très important que nous ayons appris à la valeur de chaque être humain. Et là, pour ces sociétés que l'on disait consuméristes, capitalistes, motivées par le fric, les gouvernements partout, en Chine, aux États-Unis et ici, n'ont pas hésité à cracher l'économie, n'ont pas hésité à la torpiller pour sauver des vies humaines. Et quelles vies humaines? Les gens qui étaient les moins utiles à la société. Parce que ce qu'on sait et qu'on a su très vite au départ de la société, c'était que les jeunes, ceux qui sont productifs, ne sont pas trop atteints par la pandémie. Ceux qui le sont, ce sont des gens qui ont des maladies chroniques, qui sont obèses ou qui sont vieux. Alors moi, je suis ravi qu'on fasse attention à ces gens-là parce qu'à mon âge, je fais partie de la catégorie des gens qui sont vulnérables. Mais il est quand même étonnant que les gens qui coûtent à la société, parce que ce sont des gens qui sont retraités, qui ne produisent pas ou qui coûtent à la sécurité sociale parce qu'ils ont des maladies chroniques, ce sont ces gens-là que l'on protège et que l'on protège en arrêtant la totalité de l'activité économique. Merci. Elisabeth. J'avais une question par rapport à la... Merci Christian pour ton intervention. J'avais une question que je me posais par rapport à ce que Frédéric disait. Il se demandait si on ne donnait pas aujourd'hui une valeur démesurée à la mort. Et je me demandais tout simplement si ce qui était démesuré, c'était la valeur que l'on donnait à la mort ou l'effroi suscité chez nous par la présence de la mort. Il me semble que
il s'agit plus de notre effroi, de notre sidération face à l'apparition à nouveau dans notre réel de la mort. Britt, c'est à vous. Ah, pardon, c'est à moi. Ah, pardon. Oui, juste pour un petit mot sur si les gens sont actuellement peureux, ils ont peur de la mort, je pense que ça ne va pas durer. C'est quelque chose de passager. Et la véritable question, pour moi, c'est l'après. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas revenir au business as usual? Et puis, la question est, est-ce qu'on va investir davantage dans le secteur de l'hôpital, de la santé en général, dans les salaires des soignants et des médecins? C'est ça la véritable question. Hein. Et c'est là où la République est en question. Merci. André? Je voudrais quand même faire remarquer qu'en fait, si on remarque chaque décès lors d'une guerre, pratiquement, c'est parce qu'avant, les militaires faisaient des bombardements dits en tapis et ils écrasaient une région entière. Alors ils se sont dit, bon, ben, maintenant on va avoir des bombes guidées qui vont se diriger vers une cible bien précise et comme ça on tuera que les gens qu'on veut tuer. Et au contraire, il y a chaque fois une caméra de télévision sur place pour leur dire, mais vous avez encore pas très bien visé, vous avez tué encore 2 personnes de plus. Donc c'est parce que on est extrêmement précis et qu'il y a peu de morts qu'on remarque chaque mort, alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Donc, c'est la qualité de ce qu'on a développé, la qualité de nos techniques et de notre maîtrise des choses qui font qu'on devient plus effrayé. S'il y avait beaucoup plus de morts autour de nous, on y ferait moins attention. Mais c'est justement parce qu'il y en a peu, relativement, heureusement, hein, on ne va pas se plaindre, que nous sommes devenus très attentifs et que ça devient un événement rare. Hein. Il y a peu de morts d'enfants, alors qu'avant il y en avait beaucoup, et donc chacune d'elles est vécue comme un traumatisme. Et pour le reste, dire que nous avons tout sacrifié l'économie et que nous donnons peu d'importance aux soins, je crois que c'est quand même très exagéré. Les sommes investies dans la santé dans tous les pays développés sont absolument énormes et représentent une charge financière très lourde pour l'ensemble des individus. Naturellement, tout le monde est d'accord de se plaindre de l'insuffisance des soins qui ont été prodigués et de l'infrastructure qui avait été négligée et du fait qu'on ait refusé la médication des soignants. Mais en tout cas pour la Suisse, au moment où il faut payer les primes d'assurance maladie, les gens sont tout à fait prêts à protester parce que ça représente une charge pour eux qui est difficile à supporter. Donc, il ne faut pas croire que… Le problème, c'est qu'il est toujours facile de dire ce qu'il faudrait mettre en avant, là où il faudrait dépenser plus, mais comme les règles arithmétiques sont là, il faudrait surtout dire là où on va dépenser moins. Et là, ça devient alors beaucoup plus compliqué. Parce qu'il ne faut pas nier le fait qu'effectivement, les gouvernements ont craché l'économie, mais ils l'ont craché momentanément. C'est-à-dire qu'on a vécu sur des réserves qui avaient été implicitement constituées avant. Il est impossible de continuer à ce rythme. Et c'est bien pour ça qu'il y a, entre autres, qu'il y a une forte demande pour redémarrer l'économie. Mais voilà, on ne peut pas continuer à ce rythme. On ne peut pas avoir des restaurants qui fonctionnaient. On ne peut pas pouvoir continuer pendant des années à fonctionner à moitié. On a compris le principe. On essaie de se recentrer peut-être sur le sujet de base. Oui, c'est ça. René, c'est à toi. Oui, c'est bien dans un café philo, on essaye de distinguer les exemples, les situations personnelles et l'argumentation qu'on veut défendre. Donc, si on comprend l'argumentation, ce n'est pas la peine de multiplier les exemples parce qu'on prend du temps pour rien, en fait, parce qu'on a compris l'idée. Et donc, on essaie de se centrer sur l'idée qu'on évoque de manière à faire avancer le débat et à stimuler la réflexion plutôt que des rapports de conviction un peu trop lourds. Donc, alors, moi, précisément, c'est-à-dire que
je souhaitais en venir, c'est-à-dire que la prise de conscience de la mort individuelle et qui se fait à un niveau collectif, je me demandais si c'était ce fait-là qui t'a suggéré, toi, Bruno, l'idée non pas pratique, faut-il suspendre l'économie, faut-il faire ça, c'est pas sur le principe pratique que tu essayes d'argumenter, mais sur le fond d'une autre valeur qui, voilà, qui serait de l'ordre d'une forme d'empathie, qui serait de l'ordre de l'interaction, de la valeur des interactions, et non pas de, je dirais, de ce que vaut un virus dans l'échelle de la vie, parce que, je veux dire, le propos ne serait pas là. Et voilà, alors, voilà, pour le coup, je n'ai pas autre chose à dire, mais il me semble que ton propos, c'est de te dire, peut-on fonder des valeurs aujourd'hui autrement que sur des valeurs de l'économie qui, si on ne suit que ces principes de quantification, tuent les gens, conduit aussi à des désastres également. Voilà, désorganise les sociétés. Voilà. Des désastres écologiques, tu veux dire, René. Voilà, c'est ça. Merci. Merci de faire le lien. Frédéric? Bien, c'est ce qu'a dit Christian Michel tout à l'heure qui me fait réagir. Et en fait, malgré ce que vous dites, je vais quand même commencer par ce qui ressemble à une digression. Actuellement, quand la Banque mondiale finance des barrages en Afrique, il y a deux types d'offres. Il y a les offres des pays, qu'on va dire, d'Europe de l'Ouest et d'Amérique, et il y a les offres des Chinois. Ces offres sont assorties de financement par la Banque mondiale, par les États, enfin c'est un peu compliqué. Mais ce qu'on retient, c'est que quand ce sont les pays de l'Ouest qui font une offre, il y a immédiatement des ONG qui viennent parler de la grenouille unique, espèce unique, qui va absolument disparaître quand on va faire le barrage. Et on se retrouve avec un projet qui dure 4 ans. Quand c'est les Chinois, pour des raisons que je ne m'explique pas bien, il n'y a aucune ONG présente sur le terrain. Et le projet peut commencer 1 an plus tard. Et donc, c'est là que je fais le lien avec ce que disait Christian Michel. Est-ce que l'évolution de la valeur de l'individu dans nos sociétés n'est pas à l'origine de la prise de conscience de la valeur de l'environnement? Alors, ce que je viens de dire est assez risqué. Je ne suis pas certain du tout de la solidité de cette hypothèse. Ce qui fait que quand Bruno, tout à l'heure, essayait d'établir un lien, et d'ailleurs c'est son sujet, entre le soin et l'environnement, moi je généraliserais davantage en disant l'individualisation qui suppose le soin, notamment de par la prolongation de la vie et le refus de mort, c'est en fait cette individualisation qui est peut-être à l'origine des prises de conscience qui nous amènent à défendre l'environnement. Voilà. Merci. Bruno. Oui. Un commentaire par rapport à l'économie marchande. Et en fait, bon, le soin, c'est, à mon sens, c'est la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité. On l'a vu dans les hôpitaux quand les malades Covid sont arrivés, la vulnérabilité à recruter des personnes, ce n'est pas la liberté qui jouait, c'était la responsabilité. Et puis par rapport au soin, je pense que c'est aussi l'hospitalité. Le soin, l'hôpital, l'hospitalité, ça vient de la même racine, je crois. Et l'hospitalité, en fait, quand on reprend les travaux de Marcel Mauss dans son essai sur le don, en fait, l'hospitalité, c'est plutôt une économie du don et du contre-don. C'est-à-dire qu'il y a 2 économies dans les tribus premières. Il y a l'économie marchande. On donne ceci avec le retour d'avoir à l'équivalent quelque chose. Par exemple, si j'achète une baguette de pain, je donne 1 euro et j'ai une baguette de pain. Si je donne 500 euros, j'ai un iPhone. Mais ça ne crée pas de lien. Ça, c'est l'économie marchande qui est basée sur l'équivalence. Et à l'hôpital, quand on a appris dans notre service qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas dressées en réanimation, on a ouvert une unité pour les Covid. Mais on l'a fait sans aucun pognon, on n'a rien demandé. Ce n'est pas moi d'ailleurs, c'est les autres. Mais je veux dire que ce n'était pas l'économie marchande qui était en compte, c'était l'économie du don et du contre-don. Pas le don dans le sens nunuche, gnangnan, catéchisme, mais dans le sens anthropologique. C'est-à-dire que pour accueillir l'étrangeté de la maladie, il faut donner, dans la relation de soins, dans la relation entre un patient et un médecin, il y a une économie du don.
un qui donne une vulnérabilité, l'autre qui donne des soins. Il y a quelque chose qui circule en aller-retour et il se crée un pacte. Et je pense qu'il y a deux économies très différentes. L'économie marchande qui est basée sur la relation d'équivalence et l'économie du don qui est basée sur la relation de surabondance qui est totalement différente. Et par rapport à ce que disait Robert, évidemment, ma question c'est est-ce que le soin dans toutes ses variétés n'est pas une valeur fondatrice d'une civilisation qui pourrait être intéressante pour l'écologie? Par exemple, dans les tribus premières, lorsqu'ils tuaient une biche, eh bien, ils faisaient un don en retour. Ils prenaient un bout de la biche, c'est-à-dire qu'il y avait un pacte, une alliance qui se tissait dans des relations d'interdépendance. Et nous, en fait, dans notre civilisation, quand on fait le PIB, et le PIB, on ne tient compte que de ce qu'on a pris. On ne tient pas du tout compte de ce qui a été donné. On ne tient compte de ce qu'on a fabriqué. On ne tient pas compte de la valeur de ce qu'on a pris et de ce qui a été donné. Donc, par rapport au fondement, effectivement, d'une civilisation qui serait plus écologique, je pense que la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité qu'on a vue dans la crise Covid a quelque chose à nous dire pour un passage comme ça du visage au paysage, un passage du prochain au lointain. Et je pense que l'hospitalité, dans le sens de l'accueil de l'étranger, du don contre don, ou l'accueil de l'étrangeté de la maladie, du don contre don, du pacte qui se crée, de l'alliance qui se crée, peut peut-être être une valeur qui peut être élargie aux écosystèmes dans la mesure où ils nous donnent quelque chose, on leur rend quelque chose, il y a une dépendance, il y a un pacte, il y a une alliance, et que l'économie monétaire n'est pas exactement la même valeur. L'économie monétaire, c'est une indépendance, c'est une équivalence, mais ce n'est pas une relation comme ça surabondante. Voilà, je m'exprime peut-être pas très clairement, mais je pense qu'il y a une différence entre l'économie marchande et l'hospitalité, l'économie du don, comme l'a décrit Marcel Mauss. Et encore une fois, ce n'est pas du tout le don dans le sens nunuche, c'est le don dans le sens anthropologique qui crée du pacte. Merci. Christian Michel. Oui, ben, pour revenir à ce que Bruno vient de dire, en fait, le don et le contre-don, le potlatch en particulier, est quelque chose d'extrêmement destructeur parce que dans ces tribus du nord-ouest américain où le potlatch existait, il fallait rendre encore plus. Et donc, il y avait une sorte de compétition, il y avait une sorte de rivalité entre les tribus, à savoir qui allait offrir à l'autre le plus, et ça finissait par ruiner complètement la tribu qui, en fait, avait gagné parce qu'elle avait donné tellement plus que finalement, elle s'était appauvrie au point de souffrir quasiment de famine. Mais il y a quelque chose, en fait, que nous pouvons retenir de ça, c'est-à-dire qu'il y a une légende, je pense que c'est une légende, qui dit que lorsque les Esquimaux veulent tuer un animal, en fait, ils font une prière avant de tuer l'animal pour prendre conscience de l'importance du geste qu'ils vont faire, c'est-à-dire de détruire du vivant. En fait, nous faisons exactement la même chose dans une économie marchande. Nous payons. C'est-à-dire que le fait de payer, c'est de manifester qu'il n'y a pas une abondance naturelle. Nous vivons dans un monde de rareté, et par conséquent, si nous ne voulons pas consommer la totalité du monde, ravager la totalité de la planète, il faut poser une limite à ce que nous pouvons faire. Et la limite, c'est le paiement. Alors évidemment, c'est assez injuste parce qu'il y en a qui peuvent consommer plus, il y en a qui peuvent payer plus et d'autres qui peuvent payer moins. Mais nous sommes tous devant cette impossibilité de consommer tout ce que nous voulons, et par conséquent, nous le restreignons en disant, voilà, il faut faire ce geste, cette prière, il faut faire ce sacrifice, c'est-à-dire qu'au moment de consommer, il faut payer. Et c'est ça ce qui limite notre rapacité de prendre dans le monde. Je pense que opposer l'être humain et l'environnement, c'est quelque chose qui est assez dangereux parce que nous faisons partie de la nature. Nous faisons partie de ce monde dans lequel il y a des glaciers, dans lequel il y a des océans, dans lequel il y a des rivières qui sont polluées, dans lequel l'air est vicié. Et par conséquent, ça nous appartient. Et je crois que le problème est que justement, on a essayé de créer un monde qui serait séparé des êtres humains, qui serait le monde de l'environnement, et qu'il faudrait défendre, et qui serait indépendant du monde des êtres humains, qui seraient ou des pilleurs, ou qui seraient des gens qui essaieraient de protéger quelque chose qui serait en dehors d'eux. C'est-à-dire que les glaciers seraient en dehors de l'humanité. Non, nous faisons tous partie de la même bulle, nous faisons tous partie de la même planète. Et donc, ce qui nous protège, c'est ce qui protège les glaciers,
et c'est ce qui protège les forêts et ce qui protège nos poumons. Et je pense que peut-être pour prendre conscience de ça, et ça c'est une proposition, pour reprendre ce que disait Frédéric, une proposition qui va peut-être faire controverse, mais pour prendre conscience de ça, il faudrait imposer aux sociétés qui polluent de payer non pas les gouvernements, mais de payer chacun de nous. C'est-à-dire que nous recevrions tous les mois ou tous les 3 mois, nous recevrions un chèque des pollueurs pour dire voilà la à qui et ça serait versé aussi bien aux Haïtiens qu'aux Chinois, qu'aux Africains, qu'aux gens d'Admas. Merci. Elisabeth. C'est à toi, Elisabeth. Excuse-moi, je crois que j'avais le micro. Je passe mon tour. Tu passes ton tour, d'accord. André. Si. Je voulais faire la même remarque que Christian Michel à propos du potelage, pour effectivement remarquer que ça débouchait assez souvent sur l'esclavage. Donc, il ne faut jamais croire que nous avons quitté un paradis perdu et que nous vivons dans l'enfer. C'est exactement le contraire. Nous vivons un monde extraordinairement libre et relativement heureux, même si la perception de ce fait n'est pas parfaitement évidente en soi, parce que nous n'avons pas forcément tous les points de repère pour nous orienter. Pour le reste, pour ce qui concerne nos rapports avec la nature, le problème, c'est que ceux qui sont directement avec la nature et qui existent de son importance. Il y a un exemple que j'aime bien employer, c'est celui des personnes qui, dans le sud des États-Unis, en Floride particulièrement, exploitent les ressources pétrolières du golfe du Mexique et ils polluent très fortement le milieu de leur vie, et leur environnement, etc. Ils polluent la planète entière, mais ils ne sont pas prêts du tout à rendre des comptes à qui que ce soit de cette activité. La seule chose qui compte pour eux, c'est le prix auquel ils peuvent vendre leur pétrole. Et passer d'un monde dans lequel chacun fournit les choses aux autres sur une base monétaire à un monde où nous avons un contrôle global de ce que font tous les individus, ce n'est pas exactement, comme on dit en anglais, piece of cake. Hein? C'est effectivement très compliqué. Mais il faut bien comprendre que le noyau de cette différence, c'est la perception relative de l'importance des modes de vie pour chacun. Et que bouleverser un mode de vie pour un individu, lui dire qu'il ne pourra plus gagner sa vie de cette manière, mais qu'il devra complètement la changer, c'est tout sauf facile. Merci. René. Il me semble qu'il y a toujours à distinguer les actes pratiques, les solutions, ce que Bruno ne fait pas, et le paradigme par lequel on pense et qui envisage des solutions après coup. Mais il faut d'abord s'entendre sur le paradigme. Et je pense que qu'il y a un rapport à l'écologie, c'est-à-dire comme Christian, tu le disais, c'est-à-dire, et je crois que Bruno aussi, tu vas dans ce sens, nous faisons partie d'un tout. Et faisant partie d'un tout, nous sommes dans des logiques d'interaction qui ont une complexité. Et dont il ne se mesure pas aux résultats qu'il donne. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas dans le don, on est dans le calcul de l'échange. Et le don, c'est une valeur anthropologique qui traverse toutes les sociétés de tout temps. Ça a été une valeur particulière pour les tribus qui conduisait à certains effets. Et c'est une valeur pour nos sociétés d'aujourd'hui qui fait que quand on partage quelque chose, il y a un don implicite, c'est-à-dire qu'on ne le calcule pas à l'avance, qu'il n'oblige pas à l'autre, mais qui va créer une relation qui dépasse les consciences en présence et qui va inciter à des actes de reconnaissance. Alors, ce que vous avez critiqué, vous avez bien fait de le critiquer, en ce sens que ça induisait dans les tribus des rapports de rivalité. Mais la rivalité est autre chose du mécanisme anthropologique.
Et le don en est une autre, et il ne faudrait pas réduire le don à simplement une monnaie d'échange. Parce qu'à ce moment-là, on sort du rapport du don, on est dans un rapport marchand, quoi, tout simplement. Et alors, moi ce que j'essaie de comprendre de tout ça, c'est que dans les contraintes écologiques qui sont les nôtres aujourd'hui, l'idée c'est, faut-il revenir à cette idée qui est de considérer que nous sommes toujours dans des rapports d'échange et que être conscient consiste à considérer cette valeur d'échange avant de la réduire qu'à des valeurs marchandes. C'est tout pour l'instant. Merci René. C'est qui après? Alors, nous avons des nouveaux. Il y a Christian Michel. J'ai demandé la parole parce que je voyais que personne ne l'a demandé. Alors, je me suis dit, tiens. Je pense qu'il y a deux façons d'envisager le don. Il y a le don dont parlait Bruno tout à l'heure, qui est ce qu'il appelait le don nunuche, c'est-à-dire le cadeau qu'on fait à quelqu'un, c'est-à-dire la pièce de monnaie que l'on donne à un mendiant. Ce sont des choses que les gens font dans leur vie de tous les jours. Etc. Et puis, il y a quelque chose qui pourrait avoir une valeur beaucoup plus importante, c'est-à-dire pas seulement créer du lien entre des personnes qui se connaissent, entre des personnes qui ont un type de relation, mais qui pourrait avoir véritablement un impact social. Et à certains moments, et dans certaines sociétés, ce qu'on appelait la philanthropie. Donc, on peut organiser quelque chose à un niveau qui a une importance pour un très grand nombre de gens. Ça se faisait beaucoup au XIXe siècle. Évidemment, au XIXe siècle, on était, dans les pays européens, on était des sous-développés par rapport à aujourd'hui. Par conséquent, ceux qui finançaient un hôpital, les gens riches qui finançaient, je ne sais pas, un orphelinat ou une école pour les pauvres, ils finançaient quelque chose qui aujourd'hui nous paraît sordide, mais c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et ça a été exclu par les gouvernements. C'est-à-dire que les États se sont dit, ah voilà une façon par laquelle nous pouvons créer de la légitimité pour le pouvoir, c'est-à-dire nous sommes des sociétés qui répartissent l'argent. Mais c'est fait par la violence, c'est fait par la contrainte, c'est-à-dire que c'est fait par une imposition, ce n'est pas un don. Donc, on ne peut pas être généreux quand on paye des impôts. Pour être généreux, il faut avoir la liberté de ne pas être généreux. Donc, en fait, nous avons créé des sociétés où la générosité est rétrécie précisément au don nunuche. Donc, elle ne peut pas s'exprimer autrement que par des relations entre amis, entre collègues de bureau, etc. Or, on pourrait essayer d'imaginer un autre type de société, et c'est vraisemblablement d'ailleurs quelque chose vers lequel on va aller à mesure que les gouvernements deviennent insolvables et n'arrivent plus à financer les promesses électorales qui ont été données, je crois à des mouvements d'entraide, c'est-à-dire à des grands réseaux de gens qui ne sont pas obligés de travailler ensemble, qui ne sont pas obligés de donner quoi que ce soit, mais qui vont le faire parce que s'ils ne le font pas, personne d'autre ne le fera. Encore une fois, je crois qu'on n'est pas dans des... Excuse-moi, Christian, on n'est pas dans un rapport de solution, on est dans un rapport de compréhension d'un paradigme. Je crois que le paradigme, excuse-moi de reprendre la parole, mais oui, je crois que le paradigme, c'est celui-là, c'était quel est le type de société dans lequel on veut vivre? Est-ce que c'est une société verticale, où les relations humaines sont médiatisées par un pouvoir politique, ou est-ce que ce sont des sociétés totales où Oui, pour répondre à Christian Michel, je pense qu'effectivement, il y a des nuances à apporter entre les pays anglo-saxons où il y a encore des gens riches qui peuvent plus ou moins raisonnablement
faire des dépenses très importantes en matière de solidarité humaine sur les sujets qui les intéressent, et puis les sociétés européennes qui tendent à concentrer ce pouvoir au sein des gouvernements. Mais de toute façon, il faut bien comprendre que les actions de solidarité, les actions de support du reste de l'humanité à large échelle ne peuvent avoir qu'une grande ampleur. On ne peut pas inventer un système de soins et de santé, un système de recherche simplement basé sur la solidarité interhumaine. Alors effectivement, il a raison dans le sens que ça devient très difficile, parce qu'il devient très difficile de faire des choix qui ne soient pas immédiatement critiqués et dont on dénie toute la valeur, mais nous avons besoin des impôts, même si c'est difficile, et nous avons besoin de la répartition des richesses et de leur redirection pour supporter le niveau extraordinairement développé de solidarité et de bien-être dans lequel nous vivons. Ça ne marche pas tout seul. Donc, je crois qu'il ne faut pas se faire des illusions sur le fait que nous vivons dans un monde où cette solidarité n'existe pas. Elle est encadrée, elle est limitée, elle a une portée géographique aussi limitée, mais elle est extrêmement forte. En France, la répartition la redistribution des richesses atteint le 30% du produit national brut. C'est absolument énorme, et ça n'a jamais eu lieu dans aucune société développée avant. Donc, il ne faut pas croire que nous vivons dans un monde de sauvages. Nous vivons justement dans un monde de très grande solidarité et de très grande redistribution. Donc, il ne s'agit pas de changer le paradigme pour dire qu'on va introduire la solidarité. Elle existe très fortement. Mais justement, elle fait face à des limites. Merci. Nadège. Excusez-moi, non, ça ne marchait pas. Moi, j'avais envie de revenir un peu à ce que nous avons dit au début. Je me demande si la conscience de vulnérabilité de personnes, de l'individu, n'a pas entraîné, ça serait un aspect positif peut-être de cette crise de coronavirus, est-ce qu'elle n'a pas entraîné la conscience de la vulnérabilité de la planète? Même les personnes qui ne s'intéressaient pas trop à l'écologie réalisent tout à l'heure, tout d'un coup, parce qu'on leur dit, mais attendez, les épidémies issues du monde animal sauvage ne font que commencer, elles vont continuer parce que nous avons usé et abusé de la planète. Donc c'était ma question principale, et j'avais quand même envie de dire quelque chose au sujet de la philanthropie. Il y a eu des études sociologiques qui ont été faites et souvent, il y a donc dans la philanthropie, il y a une attente de la contrepartie. Et très souvent aussi, la philanthropie peut devenir fortement asociale. Donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas la panacée. Merci Nadège. Je donne la parole à Britt. J'aimerais qu'elle se rapproche au maximum du micro parce que c'est un petit peu difficile de vous entendre. Merci. Peut-être. Oui, ça y est, c'est fait. Bon, moi, je voulais revenir aux paroles d'André, qui a loué la République, justement, à quel point en France est bien répartie. Là, quand même, les économistes reconnaissent que les fruits de la croissance, parce que dans tous les pays, on ne court que après la croissance, les taux de croissance sont d'une inégalité énorme. Et au point qu'on voit revenir la faim dans le monde
également, c'est quelque chose qui est relié aux pays riches. Les pays riches sont là et les affamés également. Alors, je voulais donner aussi un exemple, parce que Bruno a parlé du PIB, produit intérieur brut. C'est évidemment lié à notre système économique. Je voulais donner un exemple à quel point la gratuité d'un don ou d'une aide ou d'une implication des ONG, par exemple, pour nettoyer les plages après qu'un pétrolier a écoulé, pollué la mer, ce n'est pas pris en compte par le PIB. Parce que c'est gratuit, c'est du travail gratuit. Tandis que le pétrolier qui a causé cette pollution, là, c'est pris en compte parce qu'il génère du travail salarié. Je veux dire que ce sont des aberrances de notre système économique. Il faut de temps en temps se les rappeler pour voir à quel point c'est relié justement à l'écologie et pourquoi par de plus en plus de croissance, la planète va à volo. Hein, je veux dire, c'est relié tout cela. Et voilà, moi je m'arrête là. Merci. Elisabeth. Ton micro, Elisabeth. Je t'active. Voilà. Ah, pardon. Tu m'entends là? Vous m'entendez? Oui. Je vais tout simplement redire ce que j'avais écrit, mais mal écrit. Est-ce que quelqu'un pourrait tenter, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il serait temps de tenter de synthétiser les pistes que nous avons ouvertes et de le rayer spécifiquement à la question que Bruno nous a proposée, que nous avons acceptée en venant ici? Moi, il me semble qu'à partir du moment où nous posons une question, nous nous mettons en recherche. Or, la recherche, il me semble que c'est peut-être plus que des partages. Qu'à un moment donné, tous ces partages doivent être articulés dans la droite ligne de la question qui est posée. Alors, la question qui a été posée, si je la relis, Bruno nous se demande et nous demande si les valeurs du soin sont celles de la République. Qu'est-ce que le soin pour lui? Il y a eu quand même plusieurs pistes. Qu'est-ce que la République? Ça n'a guère été creusé. Qu'est-ce que l'écologie? Ça a été abordé. Il me semble que ça vaut la peine qu'on prenne le temps de synthétiser un petit peu ce qui a été dit. Voilà. Merci, Elisabeth. Je te remercie, Elisabeth, pour cet effort de recentrage parce que, voilà, juste pour dire que on n'est pas dans des rapports de solutions économiques, mais on pose des questions. Et c'est bien d'essayer de, comme tu l'as souligné, Elisabeth, de revenir à la question de base et d'inscrire nos réponses dans la question de référence. Merci. Bruno. Attends, je t'active ton micro. Hop. Ouais, je pensais à autre chose aussi. Je pensais aux soins, je pense que c'est la même racine que le souci. C'est-à-dire que le souci de soi, le souci de l'autre, le souci du vivant, c'est probablement quelque chose de très lié, parce que soin et souci, je pense que c'est la même chose. Et notre modernité, depuis Descartes, est quand même fondée sur la représentation objectivante, c'est-à-dire qu'on saisit le réel, on a un contrôle, une maîtrise, on objective, on rationalise, on normalise, etc. Quelque chose comme ça qui a une espèce d'hypermaîtrise, d'hypercontrôle. Et on pourrait dire qu'il y a une exactitude comme ça normalisante, et il y a une autre façon d'être au monde qui est en fait la présence sensible, le souci de soi, le souci des autres, le souci du vivant, et on est probablement en lien avec soi-même, on est probablement en lien avec les autres, et on est probablement en lien avec la vie et le vivant. Et je pense que dans cette manière d'être, on a un peu deux registres, soit le registre de la représentation objectivante, avec soi-même, avec les autres, avec le vivant, et puis on fait des cubes et des carrés et on marchandise le réel. Et puis il y a la présence sensible, la vérité de la présence sensible, c'est-à-dire qu'il y a l'exactitude rationalisante et la vérité de la présence sensible et du souci. Et donc je pense que le soin, je réfléchissais à ça, le soin c'est de la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité, ce qui n'est pas pareil que de la liberté, c'est de l'hospitalité et de l'économie du don contre don,
ce qui n'est pas pareil que l'économie marchande. Par rapport au potelage, je pense que c'est quand même épingler une atypie et la monter en exemple extrême, parce que l'économie de don contre don a infiltré toutes les tribus premières, toutes les civilisations premières. On la retrouve également chez les Lévi-Strauss, etc. Donc le potelage, c'est un exemple extrême, mais je pense que ça ne récapitule pas du tout la façon dont, pendant 300 000 ans, l'humain a repoussé la guerre et repoussé la violence en donnant, en recevant et en créant du lien. Je pense que c'est quand même plus vaste que le potelage. Donc voilà, il y a la responsabilité, il y a l'hospitalité, et puis il y a la vérité de la présence, la vérité du souci de soi et des autres, qui est quelque chose de beaucoup plus, qui singularise. En fait, il s'agit peut-être de singulariser là où l'Occident a proposé de généraliser, d'universaliser. C'est-à-dire qu'effectivement, la réponse qu'on voit apparaître actuellement, ce sont des reterritorialisations face à la généralisation, des relocalisations face à la... c'est-à-dire que le souci, le soin, l'hospitalité, la responsabilité, c'est quelque chose qui se fait dans le proche en proche, dans le vivre ensemble, qui est une espèce de maillage comme ça qui se met en place. Et quand on est à l'hôpital, on s'aperçoit que la liberté, ce n'est pas une très grande valeur. Moi, quand je vais aller dans le service demain matin, le problème n'est pas de savoir si je vais être libre, pas libre, etc. C'est plutôt de répondre à la personne qui rentre avec une douleur thoracique. On arrête tout, on essaie de voir ce qui se passe. Et donc, effectivement, la question que je vous posais au démarrage, c'est est-ce que finalement notre civilisation qui a posé la valeur sur l'objectivation du réel, sur l'équivalence marchande, sur l'exactitude, sur la généralisation, la mondialisation, qui a des vertus et qui sont une bonne chose, mais qui sont devenues hégémoniques, c'est-à-dire qui ont pris toute la place et qui sont complètement seuls, est-ce qu'il ne faut pas réintroduire une dose de souci de soi, des autres, du vivant, une dose de responsabilité? Finalement, on a mis la valeur sur la raison. Or, il n'y a que l'homme qui a la raison, donc c'est très anthropocentré. Finalement, si on remet la valeur sur le vulnérable, sur le vivant, sur le soin, sur l'attention, est-ce qu'on ne peut pas sortir de l'anthropocentrisme pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert au vivant et aux interrelations? Voilà, donc c'était plutôt les valeurs du soin comme contrepoint à mettre en tension féconde avec les valeurs de l'exactitude, de la rationalisation, etc. C'est-à-dire créer une tension féconde et ne pas être dans l'hégémonisme de ces valeurs de la modernité qui finissent par nous faire crever. Parce qu'il y a eu certainement des avancées, mais là, l'autonomie, ça a été une avancée, mais l'autonomie pure, c'est la mort de l'homme. Là, on est en train de crever. Donc l'autonomie, c'est une valeur qu'il va falloir refonder avec une hétéronomie. Et peut-être que les valeurs du soin, dans le sens où elles sont un décentrement sur l'autre, dans le sens où elles singularisent, dans le sens où elles réintroduisent une hétéronomie, sont quelque chose d'intéressant à mettre en tension avec les valeurs de la modernité. Merci Bruno. Alors, je vais peut-être prendre la parole pour Romain qui n'a pas de micro aujourd'hui. Il dit que la monnaie n'est pas une valeur, c'est un moyen. Il est incroyablement pratique. La philanthropie sous-tend que certaines personnes ont de gros besoins et d'autres ont d'énormes moyens. Donc là où il y a philanthropie, j'imagine dans les pays anglo-saxons, il y a une égalité. La solution serait une redistribution radicale des richesses. Contrairement à ce que André dit, on redistribue 30% de l'argent, ok, mais ça n'empêche pas que 26 personnes détiennent la moitié des richesses de la planète. Redistribution, musique de l'international en arrière-fond. Voilà, je donne la parole à Christian Michel. Je reviens à la question qui était celle de début, c'est-à-dire est-ce que les valeurs du soin sont les valeurs de la République? Et je viens d'entendre Bruno qui a dit des choses que je trouve absolument passionnantes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le soin, qu'est-ce que c'est que cette vulnérabilité que nous acceptons, qu'est-ce que c'est que cette relation au monde qui passe par les sentiments et pas par la rationalité calculatrice, les relations aux autres et tout ça. Et je n'ai rien à dire contre ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Tout le monde ne peut être que d'accord avec ça, parce que c'est en fait ce qui fonde notre humanité. Mais je ne vois pas en quoi ce sont les valeurs de la République. Je ne vois pas comment ça pourrait être les valeurs de la République. Et je ne crois pas que ça devrait être les valeurs de la République, même si on pouvait trouver un lien entre ces valeurs du soin et les valeurs de la République. La République, c'est quelque chose qui est politique, qui est administré, qui est bureaucratique, qui est fondé sur la verticalité, c'était la verticalité du pouvoir,
qui est fondé sur la totale uniformité de chaque être humain, et donc qui nie les êtres humains en tant que des personnes individuelles avec précisément des sentiments, des émotions, des passions. Donc, il y a là même pas une tension, il y a quelque chose qui est irréductible. Merci. André? Oui, je peux que suivre Christian Michel, à savoir que, en fait, quand Bruno demande qu'on se concentre plus sur les valeurs relationnelles, par exemple celles qu'il a dans son service quand il arrive le matin s'occuper de ses patients, s'il a les patients, s'ils ne sont pas encore morts, c'est parce qu'il y a une énorme machine de création et de redistribution qui a fait qu'ils ne sont pas morts de septicémie. Je veux dire, effectivement, peut-être que les médecins d'il y a un siècle avaient peut-être une relation plus directe, plus humaine avec leurs patients, mais ils mouraient en beaucoup plus grande quantité. Et je ne pense pas que c'est une situation désirable. Donc, les valeurs de la raison, de l'organisation, de la planification, de l'échange marchand ont donné d'extrêmement bons résultats. Ils ont leurs limites. Et les limites qu'on a, effectivement, précisément, centralement, c'est celle de la défense du milieu naturel dans lequel on vit, qui, lui, n'a pas de valeur marchande. Le problème, c'est qu'en gros, tout le monde serait d'accord de donner une valeur marchande. Mais quand on va s'attaquer réellement aux priorités locales que ça représente, par exemple la forêt amazonienne, eh ben, les gens sont prêts à sortir leurs fusils. Et c'est là qu'est la difficulté, qu'on ne peut pas l'annuler. Parce que dire qu'on met en avant certaines valeurs, c'est entre guillemets facile. Le problème, c'est quelle valeur on met plus bas. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué quand on passe dans la réalité concrète. Merci. Niki? Niki, tu as disparu. Oui, je me suis trompée de bouton. Oui, alors moi, je trouve que, au contraire, André, je pense que la valeur du soin prévaut sur tout le reste. Et pour revenir à ce qu'a dit Bruno, et oui, il y a cette forme de retour, peut-être dont la République devrait tenir compte. On a bien enseigné la morale dans les écoles, pourquoi pas la valeur du soin. Je me suis quand même retrouvée, c'est vraiment un cas très personnel, mais qui s'est avéré avoir été vécu par d'autres personnes, dans des hôpitaux en urgence. Et tout compte fait, tout était tellement machinalisé, c'est-à-dire robotisé. Les médecins, ils ont tellement une démarche à suivre parce que c'est comme ci et comme ça qu'ils en oublient complètement la valeur du soin, c'est-à-dire le côté qui font qu'ils ont cette vocation d'être médecins. Ils sont même terrorisés eux-mêmes parce qu'ils ont même plus le choix avec le Covid. Quand je me suis blessée, je suis tombée dans les pommes et en fait, je suis restée plus de 8 heures comme ça, quoi, alitée, avec un énorme bleu, là on le voit encore. Même pas, j'ai eu droit de la glace pour soulager mon bleu, quoi. Je l'ai demandé 3 fois. Et ils sont complètement pris dans un truc. Alors on a beau dire, on est dans des systèmes où on a la richesse, on a de la chance déjà d'avoir des lits d'hôpitaux, etc. Mais il y a une désorganisation totale qui est rythmée quand même par les ordres qui ont été faits en haut, donc par la République. Ce sont quand même des gens que nous avons élus. C'est nous qui élisons les maires, les députés, etc. Donc peut-être qu'il faut vraiment introduire cette valeur du soin. Voilà. Est-ce que, Bruno, tu peux reprendre la parole pour préciser les notions d'autonomie et d'hétéronomie? Ah, attends, j'active ton micro. Voilà, c'est bon. En fait, si on prend Kant, si on fait très simple, Kant dit qu'il y a le monde sensible, et puis dans le monde sensible, tout est déterminé, tout est nécessaire, et puis il y a le monde de la raison, où on est libre et où on peut, et c'est ça qui fait notre dignité. Et donc l'autonomie, c'est en fait s'arracher au monde sensible, se séparer du monde sensible pour accéder à cette raison
et pour pouvoir accéder à l'autonomie de la volonté. Donc l'autonomie, c'est en fait répondre de soi-même, répondre de la loi morale en soi, mais c'est très lié à la séparation, à la coupure, à l'indépendance, à l'autosuffisance, et ça c'est quand même ça s'est quand même perverti au fil des décennies en un individualisme, en un libéralisme. Ça quand même, il y a une pathologie quand même de l'autonomie qui est arrivée. Et les penseurs des années 68, comme Althusser, Foucault, etc., disent que la liberté, l'autonomie pure, c'est la mort de l'homme. C'est-à-dire, on y est là, c'est crépusculaire. L'hétéronomie, c'est en fait penser que la source de son obligation n'est pas que chez soi, mais elle est chez autrui. Quand une personne se pète la gueule dans la rue et qu'il saigne sur le front, qu'il est vulnérable, je suis recruté par lui, je suis réquisitionné. Donc la source d'obligation vient de l'extérieur, c'est hétéronomique, elle vient de la personne qui est à l'extérieur. Et donc là, la planète est vulnérable. Alors, valeur du soin, valeur de la République, je veux bien laisser tomber la République, je comprends les commentaires qu'on m'a fait, mais je pensais surtout à l'écologie. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il ne faut pas passer d'un système autonomiste où on répond de soi, à un système hétéronomiste où on répond aussi de l'autre en tant que visage, mais de l'autre aussi en tant que paysage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne faut pas réintroduire de l'hétéronomie, et pour moi le soin est quand même l'expérience du décentrement sur autrui, plus que le self-made man qui produit, voilà. Donc c'était comme ça, c'est pour ça que j'ai dit autonomie, hétéronomie. Pour moi, l'autonomie c'est répondre de soi, l'hétéronomie c'est répondre de l'autre, et je trouve que le soin dans sa version de responsabilité ou d'hospitalité, est quand même plutôt hétéronomique qu'autonomique. Merci. René. Oui, peut-être que ça aide à clarifier ce que tu viens de dire, c'est-à-dire si on prend la valeur du soin comme une valeur plus profonde à celle de l'économie ou de la République. Et donc, et ça peut être, enfin, moi je trouve la proposition intéressante, c'est-à-dire que ce qui fait le principe d'égalité n'est pas simplement posé comme un principe rationnel, que chacun vaut une autre personne en ce sens que chaque personne est capable d'autonomie et de raison, mais on pose l'idée qu'il y aurait une sensibilité égale à chacun, et que cette sensibilité, précisément, elle se développe que dans un rapport de qualité relationnelle. Et donc, voilà, alors moi je trouve cette proposition intéressante, et je me demande si elle n'est pas d'autant plus intéressante qu'on vit dans un monde qui est contraint sur le plan écologique. C'est-à-dire qui est contraint en ce sens que nous sommes dans un tissu d'interaction tel qu'effectivement la liberté ne se proclame plus, ne se décrète plus comme ça, mais elle est un rapport aux autres, en fait. C'est tout. Merci. Romain, tu as retrouvé ton micro. Oui, pardon. J'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous. Moi, j'avais déjà dans un autre café philo parlé du problème du soin et comme valeur. Et du coup, je vais un peu revenir. Moi, j'avais tout le temps ma mère qui me disait que vous m'entendez, je vous vois plus, que c'est bon, que l'important c'est la santé, ou alors que il fallait absolument que je me calme un peu quand je jouais pour pas me blesser ou des choses comme ça. Et il y a cette idée là que on met une pression un peu sur la santé comme quelque chose d'un peu sacré. Et en fait, cette pression, elle empêche vraiment de vivre opulément. Donc, à terme individuel, sacraliser un peu la santé, ça empêche un peu de vivre sur plein de plans. Et j'avais quelque chose d'autre à dire. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je passe la main. Tu reviendras. Nadège. Je trouve très intéressant et j'ai l'impression qu'on a quand même on en a quand même bien parlé de ce rapport aux autres qui devrait,
René vient de le dire, devrait être la valeur de la société. Et en réfléchissant sur ce qu'on disait, réfléchissant sur les faibles, sur les vulnérables, sur la valeur marchande que André a à plusieurs reprises évoquée, je me suis souvenu que dans le préambule de la Constitution fédérale suisse, il y a une phrase qui me paraît, mais vraiment, qui pourrait, et j'aimerais bien, qu'elle soit appliquée à la planète entière, qu'elle soit appliquée aux vivants. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Et je trouve ça incroyable. À l'époque, bien sûr, on pensait à la solidarité d'une communauté, puis d'un État, mais je suis en train de me dire que véritablement, si on n'élargit pas à la planète, ben, on est perdu. Bon, peut-être pas nous, parce que pas moi, parce que je suis vieille, mais on est perdu en tant qu'humanité. Merci Nadège. André? Oui, je crois qu'on ne peut malheureusement pas nier les dimensions de tension sociale entre les valeurs qui sont discutées en ce moment. Alors, bon, en tant que médecin, bon, c'est clair que les limites de l'impact sur la planète ne sont pas là en permanence pour empêcher un médecin de travailler. Quoique, si je demandais à un médecin de ne plus utiliser de matériel à jeter et de réutiliser systématiquement ses seringues, il serait peut-être plus exactement d'accord. Mais en fait, il y a quand même des gens qui ne peuvent pas être dans leur activité quotidienne préoccupés d'abord par le soin. Il y a des agriculteurs, il y a des gens qui réparent les machines, il y a des gens qui creusent des trous pour avoir du pétrole. Et ceux-là, ben, ils ne se retrouvent pas exactement dans les valeurs du soin, du care, de l'attention, etc., etc. Ils ont d'autres priorités, ils ont une autre valorisation économique, sociale, professionnelle. Donc, il ne faut pas nier cette tension. Et je crois qu'en la niant, on ne se rend pas service et on ne clarifie pas les choses. Et bon, les priorités qui existent pour l'humanité sont là. On doit préserver la planète telle qu'elle est, on doit essayer de faire en sorte de ne pas trop la saccager, mais sa préservation n'est pas du tout neutre pour les relations entre les individus, et nier cette tension, c'est une grave illusion. Merci. René? Oui, je crois qu'on l'a souvent dit dans nos cafés philo, c'est-à-dire que le principe d'égalité n'est pas un principe naturel, c'est-à-dire ce qui est facilement ressenti comme naturel, c'est les rapports de hiérarchie et non pas le rapport d'égalité. Donc le rapport d'égalité, c'est quelque chose qu'on institue à un moment donné, c'est-à-dire on décide que nous sommes dans des rapports égaux parce qu'on veut reconnaître un rapport d'égalité à l'autre et on veut la lui reconnaître parce qu'on estime que c'est par elle qu'adviendra sa dignité et non pas son asservissement. Donc, le rapport que je veux faire entre l'éthique de ce que propose Bruno, j'aimerais faire un parallèle avec les rapports d'éducation classe. Que sa mission, c'est d'éduquer le plus grand nombre et puis de laisser de côté les quelques traînards ou la moitié des traînards qui n'y arrivent pas, puisque voilà, il peut être dans un rapport de comptabilité et de rentabilité par rapport à sa profession. Ou s'il est un professeur scrupuleux, il peut considérer que l'intelligence de chaque élève, son niveau d'instruction, est une peine à laquelle il faut s'accorder et y accorder de l'attention. Et ça me fait penser au système finlandais qui, dès qu'il repère un retardataire, tout de suite, il l'accompagne et il demande à des assistants, à des éducateurs de lui venir en aide
pour qu'il ne soit pas à la traîne précisément. Et on peut donc avoir un rapport d'attention à l'être humain qui se fonde précisément sur la sensibilité, sur le chiffre. Et je me demande si ça ne s'inscrit pas un peu dans l'idée que Bruno porte un peu ou à laquelle il serait sensible. Et cette idée, elle serait à poser comme une sorte de fondement, c'est-à-dire chacun de nous a une valeur dans sa sensibilité et non pas simplement dans un rapport comptable à la société. Et ce rapport à la qualité, moi, je le trouve intéressant précisément parce qu'on est arrivé aux limites de ce que peut une société en termes de quantité. Je veux dire, c'est plus qu'assez. Et il y a peut-être une reconversion des valeurs que je trouve, la proposition en tous les cas, je trouve intéressante, quitte après à voir comment la décliner en pratique, mais je trouve déjà bien d'écouter ou d'essayer de comprendre la valeur de proposition de base, de fond, si on la partage et si c'est là-dessus qu'on discute, quoi. Merci René. Christian Michel. Oui, pour rebondir sur ce que dit René, effectivement, je pense que cette attention que nous portons aux autres est quelque chose que nous portons en nous. En fait, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux, nous vivons en interdépendance avec les autres. Donc, le self-made man, il ne s'est pas fait tout seul. Le self-made man, il s'est construit avec les gens qui ont travaillé avec lui, avec les gens qui l'ont financé, avec les clients qui ont acheté ses produits ou ses services. Je pense que l'opposition que je voyais avec les gens, avec la République par exemple, c'est que la République établit une séparation qui est très très nette entre les êtres humains. Il y a les citoyens et puis il y a les autres, il y a les étrangers. Or, dans les relations que nous avons avec les êtres humains, on ne leur demande pas vraiment leur passeport. S'il n'y a pas justement une imposition de la République en disant vous n'avez pas le droit de vous associer avec cette personne, vous n'avez pas le droit de venir la faire travailler avec vous dans le pays, vous n'avez pas le droit d'échanger avec elle parce qu'il y a du protectionnisme, etc. Donc, c'est ça qui, en fait, nous sépare et en même temps peut créer des conditions qui vont jusqu'à la guerre. Parce que la politique, c'est ça, la politique, c'est le conflit. Donc, les relations que nous avons en tant que citoyens sont à la fois des relations entre ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous. Mais en même temps, puisque Bruno a cité Kant, je voudrais le citer aussi, c'est-à-dire que Kant nous dit dans sa morale, je n'ai pas fait l'étude, mais je crois savoir ça, qu'il faut traiter les êtres humains comme des fins et non pas comme des moyens. Et les traiter comme des fins est facile d'une certaine façon, mais en fait, ils sont toujours des moyens. C'est-à-dire que le médecin existe parce qu'il a des patients et que le patient est le moyen pour le médecin de justifier son activité. C'est-à-dire que si tout le monde était en bonne santé, les médecins devraient aller s'inscrire à la NPE. Si les gens qui travaillent dans, je ne sais pas, n'importe quelle activité, la police, les douanes, enfin, etc., si tout le monde était honnête, s'il n'y avait pas de criminels, on renverrait les policiers chez eux, on fermerait les prisons et on dirait aux juges de trouver un boulot utile. Donc, il y a cette impossibilité pour un être humain, pour chacun d'entre nous, de déterminer si nous regardons les autres comme des fins ou comme des moyens. Quand j'échange ici, est-ce que j'échange avec vous parce que je considère que vous êtes une fin, ou est-ce que c'est un moyen parce que c'est un moyen pour moi d'échapper à l'ennui d'une soirée à Londres confinée? Merci. Faro, est-ce que tu voudrais activer ton micro et ta caméra et intervenir? Oui, pardon, j'ai dû partir de nos filles. Et oui, au sujet de liberté, égalité, fraternité, précisément, pour faire le lien avec la République aussi, mais avec la démocratie, à savoir que la liberté, elle peut être entendue dans sa version libertarienne, c'est-à-dire façon Locke, 19e siècle, c'est-à-dire je fais ce que je veux, l'État ne doit pas se mêler de
de ma vie privée, et la liberté s'exprime dans la limite de la gêne que je pourrais faire à l'autre. Mais en fait, c'est une liberté qui est négative. C'est une liberté de déliaison. Je fais ce que je veux dans une forme un peu égoïste. Et puis, il y a une autre version de la liberté qui est une version de relation, qui est une version de multiplier les liens précisément et d'en prendre soin. Donc, c'est ces deux versions de la liberté qu'on néglige, nous, dans nos démocraties occidentales et qui, du coup, quand même poussent non seulement à valoriser la propriété individuelle, mais aussi la rivalité, mais aussi la compétition, etc. Et j'évoquais dans le petit mot cette histoire qui est en fait complètement mythique, mais après tout, pourquoi pas une fiction, de l'Ubuntu, vous savez, cette histoire qui aurait été inventée par un anthropologue qui raconte que des enfants comme ça, africains, on leur propose celui qui gagnera ou aura je ne sais pas quoi. Voilà, c'est bon. Pardon. Je pense que nous sommes quand même maintenant, avec notre rapport comptable et avec la rationalité pure, nous sommes arrivés à une sorte de, aux limites à nos limites qui vont finir par nous autodétruire. Et je prends l'exemple qui a été évoqué de l'agriculture, des agriculteurs. Ben oui, je veux dire, quel est le meilleur moyen de se rendre utile aux agriculteurs que de s'occuper de notre santé? C'est quand même le but, hein, de produire des récoltes qui ne sont pas pleines de pesticides, mais qui ne nuisent pas à notre santé. Et puis, alors, l'exemple de la déforestation, ben oui, je veux dire, le monde entier est en péril à cause de ça. Et on veut absolument continuer à abattre des arbres alors qu'ils sont nécessaires à notre respiration, à notre équilibre écologique. Donc, je pense que oui, il faudrait inventer un autre rapport au monde que celui qui est comptable et rationnel, pragmatique, mais qui est basé davantage sur l'entraide et le partenariat, la solidarité, la collaboration. Merci. Niki ? Oui, rapidement, donc c'est tout à fait, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Farou. En fait, j'avais lu avant et je suis tout à fait d'accord. Et puis avec Brit aussi, c'est, comment dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être agriculteur ou creuser des trous pour faire des puits de pétrole et ne pas adhérer à une forme de soin de la terre, c'est-à-dire tout à la fois respecter la terre et faire les choses en sorte qu'il n'y ait pas de destruction massive de notre écologie. Il est temps aujourd'hui de renverser la vapeur. L'être humain a quand même constamment pensé, depuis après la guerre, je crois surtout, par pénurie certainement, le manque d'argent a créé chez l'homme ce besoin d'individualisme, enfin cette envie de conquérir la planète, de pouvoir se payer des voyages, de s'acheter des caravanes et des voitures, à n'en plus finir. En fait, c'est l'argent qui a été le moteur de notre vie depuis plusieurs décennies. Liberté égale argent. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on a complètement zappé l'essentiel, en fait. Donc, la valeur du soin, pour moi, est une valeur à introduire et peut-être qu'elle s'est auto-injectée grâce à ce virus. Ça serait cool. Merci. Bruno, oui, c'est ça. Attends. Oui, c'est ça. Je vais activer ton micro. Hop. Ouais, je pensais à autre chose. Je pensais à un philosophe qui s'appelle Hans Jonas et qui a publié un livre en 1979 et qui, après Hiroshima, après la Shoah, après tout le XXe siècle, les tragédies, et qui se posait la question de sur quoi fonder la valeur morale, sur quoi fonder la morale, comment refonder la morale.
Et en fait, sa réponse, c'est finalement, c'est le cri du nourrisson, c'est le cri du nouveau-né. C'est-à-dire que les soins parentaux, pour lui, et c'est probablement très profond, sont la source de la morale. C'est-à-dire que la puissance qui répond de la vulnérabilité sont le point de départ de notre humanité. Et on a tous commencé comme ça, on a tous commencé vulnérables à recevoir de la puissance. Et le jour où on devient puissant, à notre tour, on répond du vulnérable. Et donc, probablement que les soins parentaux, dans soins parentaux, il y a le terme soin, c'est quelque chose de très premier dans notre vocation humaine. Et autrefois, on était vulnérable, la Terre était très puissante. Autrefois, on se protégeait de la nature et la nature était toute puissante. Et là, les rapports de force se sont inversés. Notre technique peut agir très loin dans le temps et dans l'espace. On est en mesure de détruire le monde. Et maintenant, il ne s'agit plus de se protéger de la nature, il s'agit de protéger la nature. Et on s'aperçoit que l'humanité est une puissance et la Terre est une puissance, mais on est tous les deux sur fond de vulnérabilité partagée. C'est-à-dire qu'on est deux puissances sur fond de vulnérabilité partagée, et probablement que la responsabilité se fait sur fond de vulnérabilité partagée, et qu'il y a quelque chose à repenser dans la responsabilité élargie non plus du visage, mais aussi à la Terre entière et aux écosystèmes, aux interdépendances. Et peut-être que ça s'enracine dans le soin des parents à l'enfant. C'est peut-être comme ça que ça commence. Et d'ailleurs, l'espèce humaine a ce qu'on appelle la néoténie. Quand on est complètement immature, on garde nos caractères juvéniles très tard. On a des grands yeux, un grand front, un petit menton, une petite bouche, un petit nez. Et ça stimule la responsabilité des parents, ça stimule l'investissement parental. Et qu'est-ce qui fait qu'on est très sensible aux petits canards? Et d'ailleurs, les motards sur l'autoroute qui ont fait sortir les petits canetons ont été sensibles. C'est quand même étonnant. Les motards, c'était à la télévision, ont fait sortir des canards et des canetons et des cannes de l'autoroute et les ont protégés. C'est-à-dire qu'ils ont été recrutés par des soins parentaux, pratiquement. Les petits canards, c'est quelque chose qui est mignon, qui est attendrissant. Voilà, donc cette sensibilité qu'on a à la beauté, à la fragilité, à ce qui est attendrissant, à ce qui est mignon, et qui relève du féminin. Parce que je pense que cette histoire est très genrée, en fait. La modernité, depuis 3 ans, est genrée. Elle a survalorisé le masculin, c'est-à-dire la raison, la séparation, la rationalité. Elle a dévalorisé le soin, l'attention, l'hospitalité, tout ce qui est féminin, quoi, quelque part. Je ne dis pas du tout que les femmes sont comme ceci, que les hommes sont comme cela. Je dis que notre féminin et notre masculin, qu'on a tous ensemble, il y a une part qui est survalorisée, une part qui est dévalorisée. Donc voilà, c'est pour dire que probablement que ça commence. La morale commence par les soins parentaux et que Jonas a probablement raison et que la riposte à la modernité et à l'autonomie, ce sont les soins parentaux qui répondent du vulnérable et que ceci peut être élargi à tout vivant vulnérable, à une espèce de requin en disparition, à un pangolin qui était pratiquement exterminé, etc. Voilà. Merci. Merci. Christine? Je repartais au début du sujet à propos de la question posée, le soin comme valeur de la République. Et ça me fait penser, mais on lui demande quoi à la République? On en attend quoi de la République? Quand on se souvient jadis de la joie avec laquelle les citoyens se sont débarrassés de la royauté qui parlait de son peuple pour le bien de son peuple, machin, et l'enthousiasme qu'il y a eu dans les premières républiques qui, elles, avaient des citoyens. Et là, moi, ce que moi j'en attends d'une république, c'est qu'elle fasse ce travail de protéger ce qui est fait au niveau local par les gens les citoyens qui ont des initiatives, qui créent, qui pensent, et que tout ce travail soit protégé et ne soit pas ensuite récupéré et détourné pour en faire des valeurs marchandes, voire au profit des prédateurs. Parce que je rappelle aussi que les lois, en général, viennent d'une demande des citoyens. Les lois les plus importantes qui ont été votées venaient de mouvements de masse de gens qui étaient dans la rue, qui revendiquaient et qui voulaient que... Voilà, si André, si.
Et c'est donc la République là jouait son rôle d'écoute de cette société qu'on appelait société horizontale, ça m'a bien plu comme et de toute l'inventivité des gens, des citoyens de la base. Et le soin qu'on attend de la République, c'est le soin d'écoute de ce que les citoyens créent. Bon, enfin, je sais pas, je pourrais dire. Merci, Christine. Nous arrivons bientôt à la fin de notre séance. Donc, les personnes qui veulent intervenir, mettez votre nom. Il reste donc Frédéric, puis René. Oui, c'est ce que vient de dire Britt qui me fait réagir. Donc, pour autant que j'ai mal compris ce qu'elle a dit, elle disait que le rationalisme est arrivé à une fin et que finalement, il faut en sortir pour aller, par exemple, vers le soin. Bon, je fais peut-être un raccourci ou un résumé qui est assez inexact. Il faut quand même bien se rendre compte que les premières études sur les conséquences climatiques de la hausse du gaz carbonique dans l'atmosphère datent des années 50 et ont été payées par l'armée américaine. Ensuite, le rapport du Club de Rome, et puis ce qu'avait sorti, le bouquin qu'avait sorti René Dumont un peu après, donc Halte à la croissance et le rapport Les limites de la croissance, le rapport de Dennis Meadows, sont des réflexions totalement rationnelles. En aucun cas ne relèvent d'autre chose. Donc finalement, la prise de conscience environnementale et le mouvement écologiste trouvent ses racines dans une rationalisation de la représentation du monde et pas dans autre chose. Donc je ne suis pas certain que la solution sera une solution qui consiste à dire nous sommes arrivés à la limite de. Je pense plutôt qu'il faut aller plus loin vers. Voilà. Non, tu ne réponds pas. René. Il a complètement malade. Oui, c'est ça. Je crois que j'irai dans ton sens, Frédéric, c'est-à-dire qu'on va vers de la complexité et non pas vers des substitutions ou des fins de choses. Et je pensais au principe de vulnérabilité et ça faisait écho, parce que je commence à mieux comprendre ce que tu veux dire, c'est-à-dire la vulnérabilité de l'enfant qui vient de naître et quelles sont les conditions de développement ou d'épanouissement des potentiels d'un enfant. Et je pense plutôt à Axel Honneth qui, lui, parle de principe de reconnaissance. Et je trouve intéressant si la conscience, entre guillemets, du monde, pour utiliser des grands mots comme ça, devient travaillée par un principe de reconnaissance qui accordé à chacun. Je trouve que c'est une belle idée et un beau mouvement. Alors, sur un autre plan, chaque civilisation, chaque pays, chaque culture a des racines dans des mythes et dans une universalité qu'elle a construite par son histoire. Et je me demande s'il ne peut pas y avoir sur un plan anthropologique un dialogue des universalités des civilisations. Plus de ponts entre précisément nos manières de concevoir l'universalité. Et peut-être qu'il peut en immerger une nouvelle sorte de conscience de l'être humain. Ça, comme ça. Voilà, merci. Merci. André? Oui, je voudrais m'élever contre la tentation de transposer des relations qu'on a avec des êtres humains proches, qu'on connaît et à qui on peut parler, à une plus large échelle. Évidemment, c'est tentant, mais pour prendre ce simple exemple, valoriser les valeurs de la collaboration, de l'échange et du partage, simplement au niveau de la gestion d'une terre, ça a l'air très intéressant comme ça, mais ça ne va pas très loin. Il y a une histoire classique dans l'économie agricole qui parle de la malédiction du territoire partagé, the malediction of the common en anglais.
Parce que une fois tout ce qui est partagé, eh ben on s'en occupe moyennement. Et c'est parce qu'on a privatisé la terre qu'il y a eu un développement agricole très important qui arrive au fait que nous n'avons plus faim et que nous mangeons une extraordinaire variété d'aliments, bien meilleure que celle dont on pouvait disposer à l'époque. Donc, ne transposons pas les valeurs, les modes de fonctionnement qui nous semblent favorables à petite échelle, à grande échelle, c'est l'illusion grave. Et comprenons que les humains, pour collaborer entre eux, à large échelle, font face à une extraordinaire difficulté parce qu'ils font face à une extraordinaire variété. C'est-à-dire que chacun d'eux ont des valeurs proches. C'est pas parce qu'ils ne s'occupent pas des autres, mais c'est qu'ils ne s'occupent pas les mêmes autres que nous, et pas à la même échelle et pas de la même manière. Et c'est pour ça que malheureusement, l'échange marchand reste encore pour le moment la seule manière qu'on a d'échanger à large échelle, parce que l'argent, tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin de grands discours. Et pour sortir de ça, c'est extraordinairement compliqué. Et il ne faut pas nier les tensions sociales, personnelles et nationales qui sont là derrière. Ce qu'on tend un petit peu à oublier en parlant de valeurs partagées, etc. Il y a des tensions interhumaines très fortes. Ce sont des conseils que tu nous donnes, André. Ce n'est pas vraiment une pensée philosophique, mais on te remercie. Merci. Alors, on arrive au bout. Voilà, non, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai apprécié beaucoup des commentaires. Et puis, non, mais écoute, il y a beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas prolonger plus que ça. Je pense qu'il y a l'exactitude de la modernité, il y a la vérité de la rencontre, et qu'il y a l'universalisation de la modernité, il y a la singularisation. Et je pense qu'effectivement, il faut articuler les deux et qu'on marche peut-être que sur une jambe et que le soin, le souci, la singularité, le corps, le vivant, le vulnérable a quelque chose à dire et à mettre en tension féconde avec ce qui a fondé notre civilisation depuis 2-3 siècles. Non, je crois que tu nous as proposé justement un exercice, je dirais, assez difficile en ce sens où il fallait passer de la raison au ressenti, au rapport à l'autre, et je crois que, enfin, je crois que c'est un exercice difficile, mais je trouve, comme tu dis, fécond, intéressant. Merci beaucoup en tous les cas. Non.